Mesdames, Messieurs, Merci. bonjour. Merci à la CERC de nous avoir invités et à tous ceux qui ont participé aux travaux de notre groupe. Alors, pour parler des normes, Monsieur Gerner. Bonjour à tous. Là, je vais me focaliser spécialement sur les normes, enfin les réglementations de calcul pour les ouvrages en béton et les ouvrages devant résister au séisme. Donc pour les ouvrages en béton, on est passé des règles BAEL aux Eurocode 2. Et pour le dimensionnement des ouvrages au séisme, aux règles PS 92 qui étaient bien connues et reconnues, notamment dans les Antilles, aux Eurocode 8. Eurocode 8, voilà, qui ont été rendus d'application obligatoire en 2010. Et comme les Eurocodes forment un tout indissociable, a rendu d'application obligatoire l'Eurocode 2. Voilà, donc autour de... Vas-y Pascal. Donc, autour de ces réglementations de calcul, donc l'Eurocode 2 et l'Eurocode 8, gravite tout un ensemble de normes qui traitent spécifiquement des armatures, des treillis soudés, des spécifications de béton, de certains DTU, et on peut le voir qui datent de 1993, notamment pour le DTU 23.1, alors que l'Eurocode est beaucoup plus récent. Pour les Antilles, les règles Antilles qui étaient une opportunité d'adaptation des normes françaises spécifiquement aux Antilles, et les règles CPMI 2004 qui, elles, traitent des problématiques sismiques pour la construction des maisons individuelles. Donc, avec l'Eurocode 8, a été modifié les zones de sismicité. Donc, pour la France, ça va de 1 à 5 avec une particularité, c'est que seules les Antilles sont classées en zone de sismicité 5. Donc, de fait, les normes et réglementations de calcul ne sont pas entrées dans le détail pour cette zone de sismicité qui représente une toute petite partie du territoire. Donc, les bâtiments sont obligatoirement dimensionnés au séisme par le calcul, en dehors des maisons individuelles, pour ce qui est de la Martinique. Il n'y a pas de disposition constructive minimale simple. Donc, de fait, chaque ouvrage peut devenir un prototype. Qui dit prototype dit réinventer à chaque fois le concept, et donc une multiplication du risque d'erreur avec la multiplication des intervenants. De là arrive un risque important d'augmentation de la sinistralité, que ce soit vis-à-vis du séisme ou vis-à-vis de la durabilité des bétons. Donc, pour prendre un petit exemple, illustrer ce qui se passe, donc les armaturiers et les contrôleurs techniques reçoivent des plans de ferraillage établis par des bureaux d'études qui ont réalisé le calcul. On a tendance à se gratter un petit peu la tête pour essayer de comprendre ce qui a été fait, essayer de rattacher ça à l'expérience qu'on peut avoir, notamment du fait des règles PS 92 et du BAEL. Ces plans sont ensuite transmis au poseur d'armature coffreur qui a la tâche de devoir mettre en œuvre les armatures et le béton pour réaliser l'ouvrage. Donc, à ce moment-là, comme les réflexes ne sont pas acquis du fait des nouvelles réglementations et de dispositions constructives minimales qui n'existent pas, on voit apparaître une sinistralité plus importante et un risque à terme pour les ouvrages. Je vais maintenant passer la parole à Pascal Berruet pour ce qui est spécifiquement des armatures. Alors, les armatures, sécurité, qualité, productivité. Pour améliorer la productivité, il faut absolument améliorer la qualité. Et on ne peut pas travailler sans sécurité, c'est clair. Aujourd'hui, notre activité, tout armaturier confondu, c'est 16 000 tonnes par an. C'est 1 million d'heures de travail, soit une activité environ pour 600 personnes. Aujourd'hui, notre profession a subi la baisse de 40% d'activité sur les 10 dernières années, avec simultanément une augmentation des unités de production subventionnées et une baisse des prix de vente de plus de 20%. Les problématiques de chantier. Donc là, c'est un cas classique où le travail des armaturiers n'est pas respecté. Les aciers sont tordus pour passer des outils coffrants ou pour passer des engins de chantier. Il faut savoir que ces aciers-là, ils ne servent plus à rien. Une fois qu'ils sont tordus sans membrane de cintrage et redressés, c'est comme si on n'avait pas d'acier. Alors, pour le grand public, il faut savoir que tous les aciers qui sont au-dessus de 16 ne sont pas redressables. En
Martinique, donc sur le marché, il y a deux types d'acier. Il y a le B500A et le B500B. Pour la sismicité forte zone 5, donc c'est exclusivement le B500B. Les aciers en B500A ne peuvent pas être utilisés en structurant. Aujourd'hui, manifestement, sur les plans, on n'arrive pas à les distinguer, ceux qui sont structurels ou ceux qui sont anti-fissuration. Un exemple, c'est tout ce qui est donc panneaux soudés ou treillis soudés en fil de 5. Aujourd'hui, c'est pas à la norme, c'est pas en B500B. Là, c'est les problèmes de densité d'acier, donc les prototypes dont on parlait tout à l'heure. C'est pour nous une difficulté de mettre en place ces armatures. Et après, c'est clair que le béton, il a du mal à passer. Donc, c'est peut-être conforme au calcul, mais c'est certainement pas conforme à la réglementation. Là, c'est les désordres constatés, les problèmes d'oxydation d'acier qui sont liés à plein de paramètres. Les ouvrages qui, malheureusement, sont mal faits et qui finissent par tomber. Alors, je passe la parole au béton. Merci Pascal. Donc pour les bétons, aujourd'hui, les bétons sont régis par la norme EN 206/CN de décembre 2014. Cette norme, elle spécifie les exigences applicables à la fabrication du béton, à ses constituants, à sa mise en œuvre, à sa livraison et à ses contrôles réalisés sur le béton frais et durci. Aussi sur les Eurocode 2, Eurocode 8 et anciennement la PS 92. La norme d'exécution, c'est souvent le DTU 21. Et on se retrouve souvent confronté à la suite. Donc ça, c'est juste un résumé de savoir, pour voir en fait que la norme L206, elle peut imposer des modifications de différentes normes en métropole et au niveau européen. Mais bon, la problématique aujourd'hui en Martinique, elle est surtout pas tant sur la norme NF béton, parce que la plupart des centrales qui sont déclarées sont conformes à la norme NF et maîtrisent le béton avec les matériaux locaux. Ce qu'on rencontre plutôt comme problème aujourd'hui, nous, en tant que producteurs de béton, c'est par rapport aux prescriptions qui nous semblent assez aujourd'hui inadaptées par rapport à ce qu'on voit. On a quand même souvent des CCTP qui sont inspirés de ceux de la métropole et qui ne prennent pas du tout en compte, si vous voulez, les problématiques locales. Par exemple, c'est non exhaustif ce que je cite, mais bon, la température de mise en œuvre du béton, on voit tous que les camions tout pile travaillent toute la journée, ils vont sur des chantiers, et entre la température à 7h du matin et celle à 15h l'après-midi, vous vous doutez bien qu'on a un gradient de température important. Donc, si vous voulez, pour reprendre succinctement, on a une prescription, on nous demande souvent un béton NF, nous on reçoit la demande, on sait le produire. Et lorsqu'on livre le béton, on peut se rendre compte que notre client, il se gratte la tête. Parce que parfois, et surtout ici, par rapport, par exemple, aux densités d'armature dans les coffrages, on a des bétons qui ne sont pas adaptés. Un exemple, si on a une forte densité de ferraillage, on va avoir un béton avec un granulat trop important. Donc on va avoir des problèmes déjà de béton dans le coffrage. Et puis on va avoir des problèmes de nid de poule. Donc un réagréage, donc une structure qui n'est pas homogène comme elle est souhaitée initialement. Alors que si on réfléchit aux contraintes locales, en plus de la norme NF à laquelle nous on peut répondre, on sera en mesure de réfléchir à des bétons avec des prescriptions bien spécifiques pour chaque type d'ouvrage et aussi de température de mise en œuvre dans une journée de production pour une entreprise de bâtiment. Donc à travers le cercle et notre travail, nous, de professionnels, on souhaite justement qu'on puisse travailler là-dessus et bien identifier chaque type d'ouvrage et comment on pourra, nous, à travers notre métier de producteur de béton, apporter des formules adaptées pour chaque type d'ouvrage sur les bâtiments aux Antilles. Donc voilà, je vous remercie. Je passe la parole alors moi, je vais vous parler la problématique qu'on a surtout sur la mise en œuvre des aciers et des bétons. Déjà, premièrement, sur les plans d'armature, il faut vraiment qu'on ait une grosse amélioration des plans. On a la chance de travailler avec des BET qui ont des logiciels adaptés, avec des plans clairs, précis, sans ambiguïté. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde.
Et aujourd'hui, ça nous pose des gros problèmes, notamment en décortiquage et en analyse des plans. Deuxièmement, il y a la prise en compte des contraintes de réalisation. On n'est pas assez intégré dans les armatures et dans les modes de constructifs surtout. Donc aujourd'hui, nous, on est des professionnels, on est porteurs de solutions et il faudrait vraiment à l'avenir qu'on soit vraiment à la base de toutes ces constructions. Le problème des enrobages, il faudrait une uniformisation des enrobages. Il faut savoir qu'à ce jour, les fournisseurs de cale à béton vertical pour les treillis soudés notamment nous fournissent du 3 cm, du 4 cm et du 5 cm. Voilà. Alors souvent sur les plans, on se retrouve avec du 3,5, du 4,5. Aujourd'hui, on n'en a pas sur le chantier. Donc ça, c'est un problème. Il faut se poser la question et il faut regarder ce qu'on peut faire. Deuxièmement, c'est l'épaisseur des voiles en béton armé. Nous, les voiles avec la densité qu'on parlait des aciers, les voiles de 15 cm, voire 16 cm sont très problématiques pour nous. Comme il disait, effectivement, le béton n'arrive même plus à passer. Donc on a affaire aujourd'hui à des entreprises qui sont sérieuses, qui modifient la composition de leur béton, qui passent souvent en béton S4, qui sont des bétons un petit peu plus fluides, ou qui passent en mignonnette, donc avec des granulats plus fins, style gravillon. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et on voit souvent sur les chantiers des rajouts d'eau dans les bétons. C'est quelque chose qui se fait couramment et malheureusement, il faudrait arrêter avec ça. Une chose aussi, il faudrait qu'on arrive à standardiser un maximum les armatures, essayer d'industrialiser les armatures, notamment dans les logements. Il faut savoir que les logements, ça représente la plus grosse partie de notre production. C'est vrai que si on arrivait à faire ça, on aurait bien évidemment un gain de mise en œuvre, de production et surtout de décortiquage. Donc ça, c'est un autre point. Sur la formation, on s'aperçoit aujourd'hui que concernant les armaturiers, il y a en formation, à part les vieux qui enseignent aux jeunes, ce qui est très beau, ce qui est génial, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à intégrer des options, des spécialisations sur les diplômes existants. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bon, à part apprendre sur le tas, pour les poseurs, c'est pas évident. Nos avantages recherchés, donc bien évidemment, c'est d'être plus productif par tout ce qu'on vient de dire. C'est d'éviter les reprises coûteuses. Donc faire et refaire, c'est vrai que c'est ce qui nous coûte le plus d'argent. On peut le voir aujourd'hui avec les confortements parasismiques, ça coûte énormément d'argent. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour construire durable. On a les techniques, on a les connaissances. Donc voilà, il faut qu'on essaye d'améliorer nos qualités pour ne plus avoir à faire ça demain. Tout ça, ça fera baisser les coûts, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, notamment sur la facilité de mise en œuvre, la rapidité d'exécution et le gain de main-d'œuvre. Je rappelle quand même que la fourniture et pose d'armature et les fournitures de béton, ça représente environ 50% du gros œuvre. Donc c'est des économies qui sont vraiment à prendre en compte, qui ne sont pas négligeables. Voilà, donc le but final de tout ça, donc, c'est de diminuer la variable main-d'œuvre et diminuer bien évidemment les délais de réalisation, ce qui nous permettra, si on va plus vite, de prendre plus de chantiers et puis d'employer plus de personnes, bien évidemment. Donc ça, c'est le but final. C'est un beau rêve. Voilà. Mais c'est bien ça, d'avoir ça comme objectif. Oui. Vous avez fini ? Merci. C'était concis, organisé, très concret. Même moi, j'ai compris. Alors, il y a quelque chose que j'ai noté. Vous allez m'expliquer, peut-être que j'ai mal compris. Vous dites, à un moment, vous avez dit, il n'y a pas de construction minimale, des constructions minimales qui n'existent pas, peut-être dans un domaine un peu précis. Je crois que c'est vous. Oui, c'est-à-dire que par rapport à des dispositions constructives qui sont bien connues, notamment par les armaturiers pour des longueurs d'ancrage d'acier, des rayons de cintrage d'armature, à aujourd'hui, l'Eurocode, c'est une façon de calculer, et le calcul est global sur l'ouvrage et permet d'avoir des longueurs de recouvrement variables pour un même ouvrage. Suivant le bureau d'études, il y a une possibilité par le calcul, en fonction des paramètres des données d'entrée et du logiciel, d'avoir des résultats différents. Alors qu'il aurait fallu que ça soit plus normé. Voilà, que ce soit plus uniformisé pour dire de pouvoir faciliter la mise en œuvre, éviter les écarts avec les exigences de solidité et de durabilité des ouvrages. Et donc, de fait, ça permet également de diminuer les temps de mise en œuvre. Ça n'est pas propre aux Antilles, ça.
Si, C'est propre aux Antilles. Donc, j'ai bien Pourquoi compris. c'est D'accord. propre aux Antilles? Parce que D'accord. la zone de sismicité 5, elle n'existe qu'aux Antilles. D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a des suggestions, vous faites des suggestions. Donc je pense que effectivement, qui sont très précises. Dans la synthèse, on va voir comment ces choses-là pourront être mises en œuvre ou pas, d'ailleurs, et selon quel processus. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, ce coup-ci, c'est des questions. Oui, je suis un petit peu surpris que vous n'ayez pas parlé de la résistance du béton et des exigences. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais que je suis un petit peu surpris que vous n'ayez pas parlé des problèmes de résistance de béton. Parce que dans la norme NF 206, donc maintenant, il y a donc des exigences en fonction du type de béton pris et de son environnement. Et on a de ce fait augmenté les exigences. On était à 25 MPa, maintenant on est sur du C30-37 assez régulièrement pour ne pas avoir plus. Alors, or, le problème, c'est que compte tenu de la façon dont le béton fait sa prise en Martinique, en général, on est obligé, pour avoir le C30 sur éprouvette cylindrique à 28 jours, d'augmenter considérablement la quantité de ciment parce que avant, nos bétons n'arrivaient pas à ces valeurs-là. Or, alors, de ce que je connaissais, c'est que compte tenu des agrégats qu'on utilise, les bétons, ont un retrait qui est 4 fois supérieur à ceux qu'on a en métropole. Ce qui fait qu'à mon avis, le fait de faire remonter ces contraintes de béton à grande vitesse va entraîner des quantités énormes de fissures. Et la raison pour laquelle on avait imposé les peintures d'étanchéité dans les règles Antilles, puisque moi j'ai participé à toutes ces normes, c'était justement le problème de fissuration. Et on avait au contraire voulu que les bétons prennent de la résistance le plus lentement possible, justement pour éviter la fissuration. Donc la question c'est pourquoi vous en parlez pas, et est-ce que à votre avis c'est pas un point sur lequel il faut absolument mettre en place une situation spécifique à la Martinique? Donc, alors, j'aurais bien voulu en parler, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. J'aurais bien aimé détailler la norme et surtout son application ici. Alors, pour en revenir à la résistance du béton, effectivement, si on doit monter en résistance, il faut mettre plus de ciment, sachant qu'aujourd'hui, on n'a que 2 ciments disponibles aux Antilles, sachant que nous, producteurs, on demande des ciments plus résistants pour en mettre moins, hein, évidemment, pour moins générer d'exothermie dans les bétons. Concernant le retrait n'est pas lié qu'au ciment. Il faut savoir quand même que pour l'hôpital de la Ménard, par exemple, on a eu des grosses contraintes de retrait, justement, parce que de par l'architecture de l'ouvrage, il n'y avait pas de joint de dilatation possible. Donc il fallait des bétons avec un faible retrait, donc inférieur à 500 micromètres de l'euroconduite. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant avec les matériaux locaux, notamment les roches massives, on arrivait à sortir des bétons qui sont déjà conformes, sans mettre d'agent anti-retrait. Donc on s'est rendu compte surtout que le problème qu'on rencontre ici, c'est des problèmes d'hygrométrie dans les bétons. Donc c'est-à-dire qu'entre le matin et le soir, on a ou un grain qui passe. Là, on a des modifications en fait de la teneur en eau des bétons, et à partir de là, on a une moins bonne maîtrise. Donc le travail qu'on avait fait, c'était surtout de travailler sur la maîtrise de l'eau aux Antilles dans les bétons. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins de fissuration, même sur un C30, lorsqu'on a mis tout en œuvre pour avoir une hygrométrie des matériaux maîtrisée. Donc j'en ai pas parlé parce que moi, ce qui me paraissait plus pertinent, si vous voulez, c'est dans la partie bâtiment, c'est surtout par rapport aux densités de ferraillage et de voir des bétons en fait qui sont des bétons très normaux entre guillemets, et qu'on pense pas à prendre en compte tout de suite la densité de ferraillage, de passer en petits gravillons sur des voiles importants, de penser à mettre des tubes pour faire des coulées de béton, avoir des bétons S4 quasiment tout le temps, imposer des retardateurs de prise, parce qu'un retardateur de prise, lui, il allonge le temps de prise, donc forcément une exothermie moindre, donc ça favorisera aussi moins les fissurations. Donc je dirais que je n'ai pas abordé la notion de résistance, parce que je considère que nous, en tant que producteurs de béton NF, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Mais je pense que derrière, par rapport aux prescriptions, il faut vraiment prendre en compte ce que je viens de vous décrire en fait. C'est
plus pertinent à mon avis. Et je vous dis, pour l'histoire du retrait, pour y avoir beaucoup travaillé, ben, on est surpris parce que c'est vraiment les problèmes d'hygrométrie qui sont à la base, et aussi des conditions de forte chaleur, de vent. Les alizés contribuent énormément sur un dallage à créer des fissures. Mais là, on parle de fissures de surface et pas de fissures dues à un problème de résistance. J'espère avoir répondu à votre question. Plus ou moins. Oui, Monsieur Shams. Oui, moi, je voulais parler donc de tout ce qui est enrobage. Les règles actuelles au code 2 N206.1 précisent que selon les distances par rapport à l'environnement maritime, plus on se rapproche de la mer, à moins de 100 mètres, moins de 500 mètres, moins de kilomètres, etc., vous avez effectivement des enrobages qui augmentent, protéger bien entendu les armatures, et puis bien entendu des bétons avec des résistances plus importantes. Alors on a des problématiques parce que quand on est à moins de 100 mètres de la mer, on est à 5,5 cm d'enrobage, entre 5 et 5,5. C'est très problématique parce que à deux niveaux, on est obligé d'augmenter les sections de béton des ouvrages, donc il y a un surcoût non négligeable. Et je ne sais pas si vraiment on gagne réellement. Pourquoi? Parce qu'avec 5 cm de béton non armé, vous avez une fissuration, qu'on le veuille ou pas, qui va apparaître dans le temps, puisqu'on a des bétons qui ne sont pas raidis en traction par des armatures qui sont trop excentrées de la peau du béton. Donc la question, c'est pourquoi ne pas, c'est une question qu'on avait déjà posée à l'époque, intégrer la notion d'étanchéité de façade, et donc le sujet qu'on avait avant, d'imperméabilisation des façades, pour pouvoir protéger de façon durable ces enrobages, parce que seul un enrobage de 5,5 à moins de 100 mètres, qu'on le veuille ou pas, ça ne fonctionne pas. On aura le retour d'expérience bientôt, puisque la norme est récente à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire ici. Concernant les armatures, alors, je ne comprends pas pourquoi, en 2019, on est en Martinique, avec des armatures qui sont à 10 mètres de la mer, qui sont en acier non traité. C'est comme ça qu'elles sont conçues. Ce sont des aciers haute adhérence, qui ont une texture bien particulière pour assurer l'adhérence. Aux États-Unis, les armatures sont peintes. Alors, on parle de galvanisation, c'est une très bonne idée. On connaît le coût de la galvanisation, c'est pour ça qu'il n'existe pas depuis 50 ans, notamment pour les charpentes métalliques. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. EDF pourra vous répondre mieux que moi. Mais pourquoi les armatures ne sont pas peintes de façon industrielle, bien entendu, tout en gardant l'adhérence des stries que nous avons dessus pour les opérations qui sont au bord de mer. Et je pense qu'on a gagné sur les peintures pour les enrobages, sur les armatures avec une protection je dirais, acceptable que la galvanisation, comme la peinture, et puis pour les problématiques de béton qui ont déjà été évoquées, effectivement, qu'il y a un travail qui soit fait dessus, parce qu'on a des retours d'expérience locaux, mais qui soit normalisé, en fait, dans les compositions de béton, avec les matériaux locaux, l'andésite notamment, et puis le clinker qu'on sait d'où il vient, qu'on a des problématiques de résistance dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire dessus pour avoir une norme tropicale adaptée à l'insularité de notre région. Vous voulez intervenir? Oui? Peut-être un complément ou... Non, c'était plus une remarque pertinente qu'une question, en l'occurrence. Merci. Okay. Oui. Merci. Je crois que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous avons élaboré depuis quelques mois, quelques semaines, n'a d'aboutissement que si nous avons des gens formés. Donc, je vous pose la question, et elle est valable pour les 4 ateliers. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu dans le cadre de création de formations spécifiques en Martinique pour tous les problèmes que nous rencontrons? Parce que la sinistralité, l'origine vient aussi parce qu'on fait à peu près. Je ne connais pas beaucoup de chefs d'équipe qui a le temps de lire une note technique, n'est-ce pas, Christian? Ils n'ont pas le temps. On lui dit de faire, et on met en œuvre et on va vite. Maintenant, si nous avons des gens qui sont formés et qui sont rompus à toutes les techniques que nous pourrons élaborer, ça ira mieux. Donc, c'est pour ça que je vous envoie un petit peu la balle en vous disant, est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu, c'est-à-dire notamment à nous prendre des apprentis, parce que on a une classification ici, on a 55 000 chômeurs, mais ces 55 000 chômeurs déclarés, en réalité, il y en a 60 000. Donc, dans le filtre, là, il va bien falloir qu'on case, et nous, on est à un niveau très particulier ici, c'est que nous n'avons pas de filière d'enseignement établie. On a un CFA qui est, bon an, mal an, il vaut ce qu'il vaut, mais qui ne remplit pas pleinement les conditions. Donc là, l'occasion nous est donnée de créer un seuil de formation, mais qui sera au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà un certain
niveau ou qui n'ont pas de niveau, mais qu'il faudra amener à une certaine technicité pour mettre en œuvre tout ce que nous pourrons élaborer. Voilà. Concernant l'armature, ça peut être une option, parce qu'aujourd'hui, vous formez des maçons coffreurs. On va pas faire des cours magistraux pendant 1 an sur l'armature. Mais nous, on est prêt à venir dans votre établissement pour parler des aciers. Il n'y a aucun souci. Concernant l'apprentissage, aujourd'hui, sachez qu'on a des apprentis et on cherche aussi des BTS. Donc, si vous en connaissez, ils peuvent appeler Armature des Antilles, il n'y a pas de problème. Concernant la peinture, il faut penser à une chose. Alors, c'est vrai, aux États-Unis ou au Canada, on utilise de l'époxy, peinture époxy, galvanisation et inox. Il y a des aciers, les ponts aujourd'hui, il y a des ouvrages qui sont faits en acier inox. Le souci, c'est quand on transforme les aciers, il faut reprendre les aciers. La galvanisation, l'avantage, c'est que par exemple, si on fait un balcon, on va le souder et on va tremper la pièce assemblée dans le bain de galva. Donc il n'y aura pas de problème avec les attaches ou avec les soudures. Parce que si vous soudez des aciers, vous assemblez des aciers peints ou des aciers galvanisés, vous avez les produits rapportés, attaches, etc., qui sont aussi oxydants, quoi. L'avantage d'avoir un bain de galva, c'est de prendre des pièces et de les tremper dedans. Sur l'apprentissage, vous n'en avez pas ? Oui. Pareil, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit des stagiaires, que ce soit en collège ou en lycée, mais aussi sur la partie BTS en bâtiment, surtout sur la partie laboratoire. C'est la plus pertinente aussi parce que fabriquer du béton, c'est aujourd'hui tellement automatisé que c'est plus de l'informatique qu'autre chose. Par contre, sur la partie labo et caractérisation des matériaux, là ça devient intéressant. Ce que vous disiez sur les matériaux de roche massive aux Antilles, bon, c'est vrai qu'on a comme de la roche dure, un peu poreuse, mais c'est quand même un bon matériau pour faire du béton. Et c'est vrai qu'en laboratoire, ça nous arrive d'avoir des demandes de stage et on les prend avec grand plaisir, sans problème. Juste en complément, donc en formation, je rappelle quand même qu'il y a une formation parasismique depuis maintenant plusieurs années et qu'on n'a pas assez d'inscrits en termes d'artisans. Donc moi aussi je lance la balle, mais on manque pas de formateurs, mais de formation et de participants. Voilà, ça c'est juste un point. Le deuxième point, le secrétaire général, le SGAR en a parlé un petit peu, je veux juste compléter sur le plan qualité béton, parce qu'il en a parlé, donc ça me semble intéressant qu'on pose le sujet. Le plan qualité béton, c'est 2 choses. D'abord, c'est une démarche qui vise à s'assurer que le béton produit en Martinique est conforme à la réglementation. On en a parlé un tout petit peu. En termes de chiffres, il y a une vingtaine de structures fixes qui fabriquent du béton en Martinique. Il y en a à peine 2/3 qui sont certifiées BPE. Donc ça veut dire que les installations ont mis en place des structures qui visent à vérifier la qualité du béton. Ça veut dire qu'un tiers font leur propre autocontrôle. Donc je laisse là aussi le débat ouvert. Le plan qualité béton vise un peu à ce que ces gens-là rendent des comptes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que la filière entière doit avoir conscience que la responsabilité de la qualité du béton n'est pas nécessairement que celle du producteur, que toute la filière doit avoir une responsabilité. Ça veut dire que toute la filière doit s'assurer que le béton fabriqué et mis en œuvre est conforme à la réglementation. Et là-dessus, on peut voir sur le territoire des maîtres d'ouvrage qui prennent ça comme action secondaire en disant moi j'ai un fabricant, en plus c'est une installation fixe, je ne parle pas des installations mobiles, c'est aussi un deuxième sujet, mais qui disent nous producteurs de béton c'est une installation Capignon-sur-Rue, donc pas de problème, je m'en inquiète pas. Attention, 1/3 des fabricants ne sont pas certifiés, ça veut dire qu'ils assurent leur propre autocontrôle, et donc c'est un vrai sujet. J'invite donc toute la filière professionnelle à bien prendre acte de ce point-là. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. On va vous remercier, messieurs. Juste, excusez-moi, vous parlez beaucoup du béton, mais sans armature, le béton, il ne tient pas. Hein. Et on a le même problème sur les armatures. Merci, monsieur Berruet, monsieur Lézé, monsieur Chauvineau et monsieur Gerner.